Le débat de Direct Gestion en compagnie donc, de deux gérants, donc Philippe Aurin, directeur général délégué de Fidélis Gestion avec qui nous étions à l'instant, et Quentin Perroma, directeur général d'Assetfi MS qui vient de nous rejoindre. Bonjour Quentin. Alors on va parler tout d'abord bien de la Grèce. La Grèce qui fait parler d'elle toujours parce qu'on a eu hier donc, ce remaniement de l'équipe en charge des négociations avec les créanciers. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un bon signe, mais est-ce que c'est un signe pour vous qui va être suffisant? Est-ce que en tant que gérant, quelle est votre analyse aujourd'hui de la situation grecque? Alors sur la Grèce, c'est vrai, en plus, depuis le début de l'année, on a vu quand même que les marchés regardaient pas trop ce sujet-là. Et là, on voit revenir depuis à peu près un mois un petit peu plus de tension sur les taux périphériques. Et je pense que hier était un peu emblématique, puisqu'on a démarré la séance nettement en baisse pour clôturer en hausse avec l'annonce voilà, d'un remaniement du gouvernement grec. Je pense qu'il faut comparer, par exemple, si on compare par rapport à 2011, on n'est quand même pas tout à fait dans les mêmes circonstances, même s'il y a des risques de volatilité et d'incertitude sur les marchés qui devraient un petit peu agiter dans les jours à venir les marchés. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'on n'est plus dans le même monde qu'en 2011, puisqu'on a une banque centrale européenne qui est quand même qui est avec ses rachats mensuels de 60 milliards, qui est quand même très active et qui, en gros, met un filet de sécurité sur ces tensions. Alors, Philippe, hier, ce week-end, Yanis Varoufakis, qui semble de plus en plus essolé dans son camp, même s'il a été soutenu par son gouvernement, a eu ce tweet en disant ils sont unanimes dans leur haine contre moi et leur haine me fait plaisir, en référence donc à Roosevelt en 1936. Et la réaction, en tout cas, ça ne s'est pas fait attendre. Finalement, les marchés sont plutôt contents de cette situation. Est-ce que finalement, le risque de Grexit, comme on l'a dit, voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il semble un petit peu écarté, en tout cas, même s'il est toujours présent. D'un point de vue des investisseurs, on a l'impression qu'on est quand même un peu plus rassuré. Je pense qu'on a été rassuré par le changement d'équipe parce que ce qu'on constatait les marchés, mais comme tous les commentateurs politiques ou autres, c'est qu'il y avait une forme de blocage un peu institut personnel, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de personnes qui commençaient à se manifester, donc ça ne fait jamais très bon dans une négociation. Donc très sagement, je crois, le gouvernement a changé les équipes de négociation. Donc ça devrait permettre, effectivement, en tous les cas c'est l'espoir des marchés, d'avancer, d'essayer de construire. Maintenant, on ne peut pas complètement exclure une sortie accidentelle de route, je dirais, que ça soit sous la forme d'une restructuration ou même d'un défaut. Donc ça, c'est quand même pas exclu. Les marchés l'intègrent très faiblement en termes de volatilité et en termes de prix. Et au niveau des taux, c'est vrai qu'on l'a vu sur les taux grecs, il se passe quand même des choses aussi. Oui. Quels sont les risques justement d'un Grexit? Alors au niveau des taux, ça serait un petit peu le scénario de 2011. Alors monsieur a raison dans une moindre mesure parce qu'aujourd'hui on a des outils, j'y reviendrai après pour le gérer un peu mieux qu'en 2011, mais tout de même on aurait une hausse des spreads. D'abord des spreads évidemment périphériques des pays les plus proches entre guillemets en termes de situation économique de la Grèce. On peut penser au Portugal notamment, mais ça peut également avoir un effet de contagion sur l'Espagne ou l'Italie, et puis également sur les marchés du crédit corporate, parce qu'on l'a vu d'ailleurs depuis 15 jours, on a eu quand même un écartement sensible des spreads, que ce soit sur les corporates ou sur les marchés périphériques. Donc dès qu'il y aura des signes de risque de restructuration grecque, si jamais ça devait advenir, eh bien, il y aura une réaction des marchés pour prendre en compte ce risque et un écartement des spreads, que ce soit sur le corporate ou sur le périphérique. Est-ce que la BCE peut faire quelque chose justement pour éviter que ça s'emballe un peu trop? Je pense que pas forcément parce que bon, c'est compliqué. Je vois pas la BCE aller racheter du papier grec. Mais on va dire plutôt sur la BCE aujourd'hui joue le jeu des créanciers, donc elle peut peut-être avoir un rôle peut-être un peu plus important oui, alors après, non, il faut qu'elle reste quand même dans son mandat. Elle a communiqué des règles claires sur les rachats des dettes souveraines. Et effectivement, on peut avoir des modifications dans ces règles, on peut avoir des évolutions au vu des contextes. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a tout de même des rachats qui sont mensuels on va dire, parce que là où les tensions seront les plus fortes, ce seront sur les dettes périphériques, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et sur ces
sur ces papiers-là, on a quand même des rachats mensuels qui sont pondérés, hein, comme par les règles de la BCE. Donc ça devrait quand même amoindrir les effets négatifs. On voit quand même qu'il y a eu des tensions, puisqu'on est monté jusqu'à peu près sur le 10 ans, on a eu des écartements de l'ordre de 20 BP. Donc on voit quand même qu'il y a une forme de contagion, mais qu'elle est beaucoup moins forte que par le passé. Alors on a également demain la Fed qui se réunit là ce soir et qui va rendre son compte rendu demain. C'est vrai que c'est attendu, même si demain il ne devra pas y se passer grand chose, parce que la prochaine réunion la plus attendue sera peut-être plutôt de juin. Qu'est-ce que vous attendez vous de demain, donc de la réunion de la Fed? Demain, on ne devrait pas avoir de signes très forts, si ce n'est le message répété que la Fed doit monter ses taux et qu'elle sera patiente et que son rythme de hausse dépendra beaucoup des données économiques qu'elle va acquérir au cours du temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? On avait une dynamique assez forte de l'économie en fin d'année 2014, un petit peu moins au T4, et on a encore eu un affaiblissement de la dynamique économique au T1 au premier trimestre aux États-Unis. Pourquoi? Comme l'année dernière, je dirais, même scénario, des problèmes de météo qui ont fortement pesé, notamment sur l'immobilier, sur l'ensemble de la croissance. Et puis en plus, des problèmes de grève dans les ports de l'Ouest. Donc tout ça a quand même nettement diminué la dynamique américaine. Et même si le marché de l'emploi reste dynamique, on a eu quand même un mauvais chiffre des NFP, des créations d'emplois, on va dire qu'en tendance, ça reste dynamique. Je pense que la Fed va être très prudente et va envoyer des signaux de patience plutôt que d'accélération. Oui, parce que le risque finalement, c'est une remontée trop brutale des taux. Si on attend, on a vu notamment hier Eric Rosengren, le président de la Fed de Boston, qui disait que la Banque centrale pourrait devoir différer ce relèvement des taux si les indicateurs économiques ne s'amélioraient pas les mois suivants. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, vous, de relèvement des taux un petit peu trop brutal? Alors, je pense que le risque existe. Il a été notamment signalé par Jamie Dimon, le président directeur de JP Morgan, en disant qu'attention, plus on retarde, plus la montée doit être forte, et plus la montée va être forte, plus les marchés vont réagir de manière violente, et on peut même penser à des flash crash, ce genre de choses, c'est-à-dire des réactions très violentes des marchés qui suscitent des baisses de performance ou de la volatilité. Donc ça, il faut faire attention. Moi, je pense que la Fed est pris dans un dilemme. Soit elle remonte un peu plus vite, c'est-à-dire à partir de juin, et elle va encore peser sur l'euro-dollar et donc sur l'économie américaine. Soit elle attend un peu plus, mais plus elle attend, plus elle va devoir avoir une courbe, je dirais, de hausse pentue. C'est également votre opinion? Oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'elle attende trop? Non, il ne faut pas qu'elle attende trop, parce que en fait, alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire, surtout qu'on a eu des signaux un peu moins bons, mais bon, qu'il faut modérer, parce que, comme vous l'indiquiez, il y a eu des phénomènes climatiques quand même qui ont pesé. Donc je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu les chiffres qui vont venir sur les mois suivants, sur le mois qui arrive. Mais si elle remonte trop, effectivement, si elle remonte trop tard, on risque d'être dans une logique de retard, et donc d'être obligé de remonter les taux rapidement, et ça sera des impacts nocifs sur les marchés. Quel exemple? Quoi comme exemple, comme impact nocif? Très simplement, on a eu déjà un semblant d'expérience récemment, en juin 2013, où on voit des taux qui partent fort, quand les marchés anticipent une relevée des taux assez rapide, un enchaînement de relevés des taux assez rapide. Et donc là, c'est nocif pour quasiment toutes les classes d'actifs, en fait, parce que dans ces conditions-là, on a des taux qui montent très fort, donc un marché obligataire qui baisse, et on a un marché action qui corrige aussi, puisqu'on a de l'incertitude et de la volatilité sur les marchés. Et comme on est sur des niveaux de valorisation un peu tendus, on a quand même un marché qui peut rapidement s'agiter.
Alors, autre question maintenant sur le Japon. On a vu le Fitch qui a dégradé, non Moody's, c'était Moody's qui a dégradé la notation du Japon. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des Abenomics, du succès ou pas, je me demande de savoir si c'est pas un échec ces Abenomics. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la politique de Shinzo Abe? Est-ce que vous pensez qu'il faut persévérer dans cette optique-là, que ça va porter ses fruits, ou au contraire, ce n'était pas forcément la bonne solution? Alors en tout cas c'est un pari fort et je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais la seule façon de savoir si c'est la bonne solution c'est qu'il persévère. Ce qui serait peut-être le pire, c'est d'avoir tenté cette expérience pendant 1 an et puis arrêter au bout d'1 an. Donc dans la Depuis 2012 quand même. Un peu plus longtemps, vous avez raison. Donc aujourd'hui, mais l'accélération notamment de l'assouplissement monétaire est un peu plus récent. Donc ce qui est important, c'est que je pense qu'ils poursuivent leur expérience pendant au moins quelques années supplémentaires pour voir si ça débouche effectivement sur une hausse de l'inflation. Ça a plutôt fonctionné, on va dire en moyenne, et surtout si ça débouche sur un nouvel équilibre économique. Alors là, ça marche pas très bien, les derniers chiffres sont pas très bons, on a eu un T4 qui était très décevant avec une croissance de 1,5%, ce qui est pas terrible au regard des 2 trimestres précédents qui étaient négatifs, alors suite à la hausse de la TVA certes, mais tout de même. Et puis là, on a encore des derniers chiffres, notamment sur les ventes retail, qui sont pas bons. Donc on a l'impression que ça soit sur l'investissement ou les hausses de salaire, le gouvernement ne gagne pas son pari actuellement. Donc bien sûr, il faut qu'ils persévèrent. Je pense que dans la situation où ils sont, ils n'ont pas vraiment le choix. Et avant de faire un jugement définitif sur est-ce que c'est la bonne politique ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas satisfaisants. Vous, sur le Japon, vous avez à peu près la même analyse. Il faut persévérer également dans cette optique-là. Souvent, quand j'interroge des gérants, on me dit les actions japonaises sont très attractives et pourtant, c'est vrai que là, si on regarde d'un point de vue économique le pays, c'est pas très reluisant. Oui, c'est vrai que je pense tout d'abord effectivement il faut qu'ils poursuivent sur cette politique, sur les Abenomics, parce que sinon on a quelque chose d'à moitié achevé et on se retrouve dans une situation. Après, il y a un aspect confiance qui est très important quand même sur ce marché-là. Donc si tout d'un coup on arrête, si les Abenomics s'arrêtent, si on arrête cette politique accommodante qui reste quand même très accommodante au niveau de la BOJ. Bon là, il y a un peu pour le moment un statu quo de la BOJ, mais on risque certainement d'avoir une nouvelle intervention de la Banque centrale du Japon. On risque d'avoir de la défiance, et alors là, il n'y a rien pire que ça, parce qu'on peut re-rentrer dans un scénario, doucement, d'un scénario de baisse des marchés qui induisent aussi une perte de confiance et une baisse de l'inflation. Donc c'est vrai qu'on est quand même, le Japon est dans une situation sur le plan économique compliquée. Comme vous l'indiquez, effectivement, les ventes au détail ce matin sont pas bonnes, c'est les chiffres sur ce qui sont sortis sont pas bons. Après, il faut un petit peu temporiser l'effet saisonnier dessus, puisque à la même année l'an dernier, on avait la hausse de TVA, donc il y avait un effet d'aubaine en fait. Donc il faut un petit peu temporiser, mais quand même on est en deçà, le consensus l'avait pris en compte, et on est quand même en deçà du consensus sur la consommation. En parlant des politiques monétaires des banques centrales, est-ce que vous pensez que le rebond du pétrole pourrait justement finalement faire changer les politiques, l'orientation des politiques monétaires des banques centrales, parce qu'elles se sont basées sur justement un risque d'inflation faible, et une remontée du pétrole pourrait faire remonter l'inflation? Alors tout dépend quelles sont les banques qu'on regarde, mais globalement on a quand même, si on regarde les grandes banques, à part la Fed, on est quand même dans une politique accommodante. Donc je pense qu'au contraire la baisse du pétrole, alors, vous parliez du rebond ou du rebond récent? Du rebond récent des pétroles. D'accord, du rebond récent, d'accord. Donc c'est un peu... Effectivement, le rebond récent, alors peut-être... Je pense pas, parce que on n'est pas encore sur un niveau suffisant pour qu'on ait un changement important des politiques des banques centrales. Elles ont quand même une vision un peu plus longue. En plus, le fait c'est qu'on est quand même sur un actif qui est très volatile. Donc c'est très difficile de savoir la tendance qui va se dégager sur les prochains mois sur le baril de pétrole. Donc je ne pense pas que ce soit la BCE ou que ce soit
voit la Banque centrale du Japon change drastiquement leur politique suite à une légère remontée du baril. On est quand même encore sur un an glissant, sur des baisses de l'ordre de 45%. Donc on a encore des pressions déflationnistes qui sont bien présentes sur la zone euro. Donc pour l'instant, pour la BCE, ce serait dangereux d'avoir un changement. Vous pensez également que le rebond du pétrole ne va pas impacter ces politiques-là? C'est vrai que ces politiques, comme je rappelle, ont été basées sur des prévisions donc de chute de l'inflation et de ralentissement de la croissance économique. Et que là, finalement, si le pétrole rebondit, en tout cas, si on a perdu 60% l'année dernière, et là, si on revient à des niveaux, on va dire, plus normaux, ça pourrait quand même modifier ce scénario d'inflation. Alors vous avez raison, ça peut jouer, mais je suis d'accord avec mon collègue, pas à court terme, on est toujours sur des prévisions d'inflation, même après ce rebond de 30% du pétrole sur les points bas, des prévisions d'inflation qui sont extrêmement faibles, hein. On devrait être au maximum à 1% à la fin de l'année 2015, ça laisse vraiment de la marge pour faire l'assouplissement. En revanche, il y a un vrai risque que effectivement il y ait une reprise de l'inflation d'ici, disons, 2 ans, plutôt je prendrai un horizon plus long, et que d'ici là, on n'ait pas solutionné nos problèmes structurels un peu de fond. Et là, effectivement, la seule chose qui peut forcer les banques centrales à arrêter le QE, c'est cette reprise de l'inflation. Il n'y a pas autre chose parce que là... Mais ce ne sera pas tout de suite, ce sera dans mais ça 1-2 ans. Ça peut pas être tout de suite. Les effets de base sont très importants. Et puis il faut se rappeler que le pétrole n'est pas la seule source de désinflation. Hein, en mi-2014, quand le pétrole était encore à $110 pour le Brent, donc au point haut, on avait déjà 0,5% d'inflation en zone euro. Donc la baisse de l'inflation, la désinflation n'est pas due au pétrole. Elle l'a accéléré avec un point bas en janvier à moins 0,6, mais elle l'a certes accéléré, mais ce n'est pas la source de la désinflation. Il y a plein d'autres sources, notamment les surcapacités en zone euro. Alors, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler avec vous des marchés, de l'allocation que vous privilégiez et on va parler donc des secteurs, des thématiques d'investissement. C'est tout de suite, dans quelques instants.